Bienvenue à toi sur le podcast des Nouvelles Aventurières. Ce sont des femmes de tout âge et de tout horizon qui ont décidé de faire de leur vie une aventure à travers leur métier, leur passion ou leurs défis personnels. Elles nous inspirent et nous prouvent qu'aujourd'hui, tout est possible. Elles ont choisi une vie hors du commun et nous racontent ici leur parcours, leurs réussites, mais aussi leurs doutes et leurs échecs. Du rêve à la réalité, découvre les coulisses de l'état d'esprit de ces femmes actuelles, les Nouvelles Aventurières. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir mon amie Batcheva, qui est vétérinaire, mais c'est une vétérinaire atypique. Elle a une vie pleine d'aventures et un parcours hyper inspirant. Donc j'espère que vous allez apprécier autant que moi écouter son récit de vie. Et puis on lui posera des petites questions pour savoir comment elle en est arrivée là, puisque c'est plein de rebondissements. Salut Batcheva. Salut Emeline, merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu fais dans la vie en ce moment? Alors en ce moment, c'est toujours compliqué quand on me pose la question, parce que j'ai un peu 3 vies dans une vie. Donc tu l'as dit, je suis vétérinaire, mais je suis aussi guide d'expédition sur des bateaux de croisière dans les régions polaires, donc en Arctique et en Antarctique. Puis ma 3e vie, c'est que je suis musheuse. Donc on a une meute de chiens de traîneau avec mon compagnon. Donc voilà, ça me prend aussi beaucoup de temps. Donc 3 vies dans une vie. Génial. Déjà, ça promet. J'adore, franchement. Alors moi, j'aime bien raconter un petit peu l'historique parce que souvent, on voit le succès ou le bonheur des personnes à l'instant présent. Mais c'est important de savoir d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a construit et comment tu en es arrivé là, en fait. Donc, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu le fil de ton histoire et puis on creusera sur certains petits points qui sont particulièrement croustillants. Ça marche. Du coup, quand je parle d'aventure comme ça, on ne me croit jamais quand je dis que je suis parisienne. Je suis née à Paris. J'ai fait toute mon enfance à Paris et je pense que c'est quand même quelque chose qui est relativement important dans mon parcours. À l'âge de 12 ans, je suis partie vivre en Afrique pour le travail de mes parents. Donc, j'ai vécu 6 ans en Afrique. J'ai passé mon bac. J'ai passé 4 ans en Angola et 2 ans au Congo. Et bac passé, je suis rentrée en France pour faire des études de vétérinaire. Donc, je suis d'abord rentrée à Paris pour faire mes classes préparatoires. Ok. Et ensuite, je suis partie à l'école vétérinaire de Lyon, où j'ai pu faire au cours de ma scolarité un Erasmus à Dublin et ma dernière année en master pour sortir avec le double diplôme, celui de vétérinaire et celui de master. Là, j'étais à Strasbourg. Et du coup, je m'ai orientée déjà vers tout ce qui était un petit peu les milieux extrêmes parce que j'ai fait un master en écophysiologie et éthologie. Donc, Ok. étude un peu de comment les organismes s'adaptent à leur environnement, tant d'un point de vue comportemental que d'un point de vue physiologique. Donc, tu as toujours su que tu voulais faire ça, en fait. Tu allais direct droit au but. Quand j'étais petite, je savais déjà que je voulais être vétérinaire. Alors, j'ai eu plein de phases. J'ai eu la phase d'actarie, comme on a beaucoup quand on est petit. Ah, moi, je veux soigner les animaux de la savane. Puis, je vivais en Afrique. Puis après, j'ai eu la phase, je vais être vétérinaire équin, parce que je faisais de l'équitation. Donc, moi, je veux soigner les chevaux. Puis, au fur et à mesure, j'ai eu envie d'autre chose. Je me suis dit, je vais faire de la rurale. J'ai eu envie après de faire de la médecine très pointue sur les chiens. Donc, voilà, il y a eu un petit peu de tout. Et au milieu de toutes ces envies, quand j'avais 17 ans, je suis tombée sur un blog. Ce blog, il parlait d'une aventure qui se passait dans les terres australes françaises, donc sur l'archipel sur les îles de Crozet. Ok. Et c'était le récit d'une nana qui était en train de passer 1 an là-bas. Je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien, j'ai trop envie de faire ça dans ma vie. Et donc je suis allée sur le site de l'Institut Polar Français et j'ai vu qu'ils embauchaient des vétérinaires tous les ans. Alors, bien évidemment, je n'étais pas du tout encore vétérinaire. J'avais 17 ans, j'étais en première. Donc, je me suis dit, en fait, être vétérinaire, ça pourrait aussi m'aider à faire ça. Donc, je vais rester sur mon projet d'être vétérinaire. Et puis, tous les ans, je vérifiais bien que l'Institut Polaire Français continuait d'envoyer des vétérinaires. Je dis, c'est bon, il y a encore toujours le poste, il y a encore toujours le poste. Et c'est un peu ça qui m'a poussée sur la fin de mes études à partir en master. Donc, pendant mes études, j'ai fait pas mal de stages qui étaient orientés sur un peu de la recherche ou un peu des milieux polaires parce que je savais que c'était quelque chose qui pouvait plaire quand je postulerais à l'Institut polaire français. Puis, je me suis orientée sur ce master. Donc, j'ai fait des stages en laboratoire, j'ai fait de la capture de renards polaires en Norvège et j'ai fait du coup ce master où j'ai travaillé 6 mois sur juste des données. C'était un stage de recherche dans un laboratoire et j'ai étudié des données qui avaient été collectées en Terre Adélie. Donc, du coup, sur la base française antarctique. Donc là, je me rapprochais de mon rêve. Je n'étais pas encore prise, évidemment, pour partir dans les terres australes, mais je me rapprochais doucement. Et tu as réussi à y aller ou pas, alors, finalement?
Eh ben oui, gros concours de circonstances, puisque alors, au début, je vais partir sur la base de Dumont d'Urville, donc là où étaient collectées les données que j'étudiais. Et puis, problème de financement avec le programme de recherche, il n'y avait pas de place pour moi pour partir l'année où je devais partir. Et en fait, au moment où je l'ai appris, toutes les candidatures pour partir ailleurs, donc sur les autres bases, en fait, étaient clôturées. Donc, je venais un peu de perdre ma chance de partir pour l'année qui allait arriver. Ok. Et donc, j'étais un peu, voilà, j'étais un peu en mode, bon, maintenant, je fais quoi? Enfin, bon. Et là, un coup de chance ou l'opportunité d'être au bon endroit au bon moment. Dans le labo de recherche où je bossais, il y avait des chercheurs qui envoyaient des volontaires au service civique dans d'autres bases. Et on se retrouve pour un café avec des potes du master et des responsables de programme. Et il y a un chercheur qui s'assoit à côté de moi qui me dit, mais t'es pas vétérinaire? Je fais, si, si. Il me dit, mais tu veux pas partir pour nous l'année prochaine? Parce qu'en fait, on trouve pas là le profil qui nous convient. Et je fais, mais les candidatures, elles sont fermées. Il dit, oui, mais pose-moi un CV demain sur mon bureau et puis on en rediscute. Et là, je dis, mais c'est là, quoi. C'est la loi d'attraction. Voilà, comme ça. Énorme. Et donc, ta première expédition, ça s'est passé comment? Alors, ma première expédition, du coup, c'était sur ces fameuses îles de Crozet que j'avais. C'est où déjà? Alors, c'est des îles subantarctiques. Pour y aller, on y va en bateau. On part de l'île de la Réunion. On a une semaine de bateau pour aller à Crozet. Okay. Et pour en repartir, en fait, on va faire. Le bateau va passer ravitailler d'autres bases scientifiques. Donc, sur le retour, il y a 3 semaines. Donc, au total, quand on part sur ces îles-là, il faut partir pour 1 mois de voyage, aller-retour compris. Et c'est des îles qui sont subantarctiques, donc dans l'océan austral. On prend la pointe de l'Afrique, on prend le continent antarctique et on trace une ligne entre guillemets entre les deux. Et c'est à cette latitude-là, quoi. D'accord. Donc plutôt vers le pôle sud. Voilà, c'est dans le Grand Sud. C'est des îles qui sont donc des environnements qui sont isolés. Personne ne vit plus de 15 mois sur ces îles, 18 mois pour ceux qui font des missions prolongées. Mais sinon, c'est des îles où on a des scientifiques et des militaires. Okay. Et des gens qui sont là aussi pour assurer du coup l'entretien des bâtiments et les constructions qu'il faut faire au fur et à mesure pour améliorer la base. Mais du coup, c'est des îles où il n'y a pas d'habitation, vraiment. On est là pour la recherche ou pour faire fonctionner la base, mais on n'y reste jamais plus d'1 an et demi. Et le premier voyage en bateau, alors ça se passe comment? Premier voyage en bateau, en fait, on est tous super excités. Tous ceux qui sont à bord du bateau, on est là pour vivre un rêve. Moi, je partais pour 6 mois. Les gens qui étaient avec moi, ils partaient pour certains pour 1 an. Et c'est l'aventure. On sent il y a une excitation. L'idée aussi de vivre une aventure collective, c'est juste génial. Et quand on arrive sur place, on se dit, ouais, j'y suis, quoi. J'y suis. Et là commence, en fait, l'aventure, la vraie. Et se dire qu'on vit notre rêve, c'est chaque minute, c'est extraordinaire, quoi. Trop génial. Et du coup, quand tu es arrivée sur la base, c'était comment? Du coup, j'imagine qu'il faisait froid, non? Tu étais en quelle saison? Alors, moi, je suis arrivée au début de l'été austral. Donc, je suis arrivée au mois de novembre. Donc, il y a beaucoup de vent. Il fait frais. On est on est en température positive, hein, mais du coup, il fait quand même un peu frais. On arrive, on est tout de suite accueillis par les gens qui sont sur la base et qui vont faire du coup la relève. Donc, c'est tout de suite le côté humain, on le voit immédiatement. L'environnement hostile, on le voit, mais on ne le ressent pas tout de suite parce que du coup, il y a tout ce côté humain qui est très, très chaleureux. Et puis surtout, la première impression qui a été saisissante, c'est qu'on est descendu au niveau de la colonie qu'on allait étudier. Moi, j'étais là-bas pour étudier les manchots royaux. Et on se retrouve au milieu de cette colonie avec des manchots de partout. Et on dit, waouh, mais c'est juste magique, quoi. Et quand tu es revenue de ta première expédition, après, il s'est passé quoi? Alors, en revenant, ça a été très, très dur. Ma famille s'en souvient encore. On en rigole encore. À ce moment, on rigolait pas trop. En fait, moi, quand je suis partie, j'ai fait 6 mois sur place. Et la plupart des gens avec qui j'étais arrivée restaient pour 1 an, parce que eux, leur mission durait 1 an. Du coup, partir, ça a été un déchirement. J'avais tellement construit sur place des choses fortes avec les gens qu'en partant, c'était la fin du monde pour moi. Je partais on m'arrachait à moi-même. Il a fallu monter dans un hélicoptère pour retourner sur le bateau. Et ça a été, rentrer dans cet hélicoptère, ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai fait dans ma vie. Okay. Donc, en rentrant, ça a été un peu le coup dur de OK, bon, maintenant, il faut revenir un peu à la réalité. On est dans une bulle. On est certes dans des environnements qui sont isolés et hostiles, mais on est un peu quand même dans une bulle un peu surprotégée. On te demande juste de faire ton travail. Tu n'as rien d'autre à gérer.
Donc, c'est quand même assez particulier. Donc là, tu reprends ta vie normale. Moi, du coup, je travaillais en clinique. J'avais jamais travaillé en clinique après mes études, j'étais tout de suite partie. Donc là, je me suis retrouvée confrontée aussi au début vétérinaire en clientèle, avec tous les doutes que peut comporter ses débuts. Hein, voilà. Et, euh, et du coup, j'ai eu quand même eu la grande chance, sur le chemin du retour, je disais que le bateau, il passe par d'autres bases scientifiques. Sur le chemin du retour, en s'arrêtant sur une base, j'ai croisé une vétérinaire qui faisait sa thèse, qui elle, du coup, faisait sa thèse universitaire, sur les éléphants de mer à Kerguelen, qui m'a dit, mais en fait, moi, l'année prochaine, je ne peux pas revenir pour faire mon terrain parce que je serai en phase de rédaction de thèse, mais j'ai quand même besoin de ces données. Est-ce que tu ne veux pas partir pour moi l'année prochaine? Oh, et là, ça a été encore être au bon endroit au bon moment. Ouais. Je me suis retrouvée à dire oui, je repars dans 6 mois, alors que je venais de partir d'un endroit où je rêvais d'y retourner. Et on me dit, en fait, est-ce que tu veux revenir? Et je dis, mais évidemment. Donc, les 6 mois en France ont été un peu durs par rapport à la réadaptation. Et d'un autre côté, je savais que je repartais. Donc, je suis repartie pour 6 mois dans les terres australes. J'ai fait 1 mois à Crozet, 5 mois à Kerguelen. Je travaillais sur les éléphants de mer. Pareil, c'était magique. C'était hyper puissant en termes d'aventure humaine. Est-ce que tu peux nous dire juste 2-3 trucs que tu faisais pendant ces missions? Alors, que ce soit sur les manchots royaux ou sur les éléphants de mer, mon côté vétérinaire, il a servi quand j'ai dû implanter des capteurs donc de données dans les animaux en chirurgie. Donc, on étudiait la physiologie du manchot royal et de l'éléphant de mer. Donc, j'ai mis des capteurs de température, j'ai mis des capteurs de fréquence cardiaque. Donc, c'est des petites chirurgies, mais qui nécessitent quand même, d'un point de vue éthique, que ce soit fait par un vétérinaire. Mmh. Et puis, l'autre grosse partie du travail, c'était d'équiper ces individus avec des balises, notamment des balises GPS, pour voir comment ils se déplacent, que ce soit à terre pendant la phase de mue pour les éléphants de mer, ou que ce soit quand ils vont en mer pour les manchots royaux, quand ils partent chercher à manger pour les poussins, en fait. Okay. Donc, il y avait vraiment 2 volets. Il y avait le volet physiologie, puis il y avait le volet comment l'animal va se déplacer dans son environnement. Et donc là, il fallait du coup attraper les individus pour leur mettre des balises au niveau du dos pour les manchots royaux ou sur la tête pour les éléphants de mer. Et comment tu attrapes un éléphant de mer? Alors, pour attraper un éléphant de mer, c'est sportif. On a une grande capuche, donc un grand cône en tissu. Et en fait, il faut réussir à lui mettre la tête dans le cône en tissu. Ensuite, il faut 2 personnes qui sautent sur le dos de l'éléphant de mer pour soulever les nageoires, pour pas qu'il puisse s'appuyer dessus, pour du coup se relever la tête, pendant qu'une 3e personne fait une anesthésie au niveau du sinus dorsal veineux, donc au niveau du dos. Okay. Dans ce cas-là, on prie pour que la personne qui fait l'anesthésie le fasse vite, parce que je vous garantis que quand vous êtes celui qui est entre l'éléphant de mer et celui qui est par-dessus, et que l'éléphant de mer a décidé de bouger, on aimerait bien que ça s'arrête rapidement. C'est un peu du rodéo, quoi. Alors, du coup, t'es repartie en mission. T'es partie combien de fois en mission, là? Je suis partie 2 fois. J'ai fait 6 mois à Crozet et du coup 6 mois à Kerguelen. Okay. Et en rentrant, en fait, j'avais un peu épuisé toutes mes cartes pour partir sur ces îles-là. J'étais partie en tant que volontaire au service civique la première fois. J'étais partie en tant que bénévole pour le Muséum d'histoire naturelle la seconde fois. Et pour repartir, j'avais 2 options. Soit il fallait que je fasse une thèse universitaire sur un sujet qui pouvait m'amener à faire du terrain dans ces endroits-là. Et on m'a toujours dit, ne choisis pas une thèse pour le terrain parce que ton terrain, c'est au maximum 2 fois 3 mois et tout le reste du temps, c'est derrière ton ordinateur. Donc, ça, c'est vrai, quand j'y avais pensé, puis assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en effet, ce n'était pas une bonne idée pour retourner là-bas, de faire 4 ans de thèse juste pour pouvoir y retourner. Et l'autre option, c'était de devenir chercheuse. Chercheuse, ça voulait dire faire une thèse, faire des postdocs, passer le concours du CNRS. C'est un milieu qui est hyper compétitif. Et au final, je ne voulais pas être chercheuse. Donc, je me suis un peu retrouvée en mode, en fait, j'ai épuisé toutes les cartes pour retourner. Je ne pourrais pas retourner dans ces endroits-là. Et là, il y a eu un gros moment de remise en question. Ça a été très, très compliqué psychologiquement. Donc, je me suis dit, tu es vétérinaire, donc retourne faire ton métier. Donc, d'abord, j'ai passé mon accréditation vétérinaire américaine parce que je voulais être sûre de ne pas me fermer de porte. Si jamais il y avait des programmes de recherche sur des bases scientifiques antarctiques américaines, je voulais pouvoir postuler. Donc, j'ai passé mon accréditation. Ah ouais, c'est ça. Voilà. On va rester dans l'optique, peut-être je peux repartir. Donc, j'ai passé mon accréditation vétérinaire américaine. Ça, je me suis pris 6 mois pour faire ça. Et ensuite, je me suis dit, t'es vétérinaire, tente l'aventure vraiment veto, quoi. La clientèle. Donc, je suis partie dans le Cantal et j'ai travaillé du coup 7 mois en tant que vétérinaire rural. Donc, au final, je me suis retrouvée dans un endroit un peu isolé, le Cantal. Oui. Mais c'était pareil, un endroit où humainement, c'était trop chouette. J'étais du coup en coloc avec un ami des terres australes.
qui lui était super bien implanté dans la région parce que c'était sa région de cœur. Il était là depuis longtemps. Donc, j'ai tout de suite eu accès à un super réseau social, mais des gens géniaux. Donc, j'ai adoré d'un point de vue social. Ok. Et d'un point de vue boulot, ça a été très compliqué. Du coup, au bout de 7 mois, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Je veux repartir. Et la grande question, c'est, OK, je sais que je veux repartir, mais je sais toujours pas comment. Ok. Et à ce moment-là, alors comment tu te débrouilles? Bah, à ce moment-là, je me suis posé voilà, des questions. Je me suis dit comment rebondir, comment partir. Je me suis souvent, moi, pour rebondir, j'essaye de me former à quelque chose. Je ne sais pas si c'est Si, si, pathologique de bah, ma part, mais toujours je suis en mode, ah, si je me forme, peut-être qu'il y a quelque chose qui va ressortir de ça. je suis Donc, totalement d'accord avec cette philosophie. voilà, donc j'ai commencé à faire des MOOC, tu vois, les cours en ligne, là, les Massive Open Online Courses. Je me suis dit, ah, je vais faire des MOOC sur du truc. Je me cherchais, donc j'ai fait un MOOC de l'université d'Yale sur The Science of Wellbeing, pour en fait, quelle est le, la science derrière le bonheur. Donc c'est un MOOC de sociologie avec beaucoup de psychologie dedans et tout. Donc, je me suis Intéressant. dit, non. Et Je alors, commençais à chercher. t'as Ah bah, trouvé le bonheur après ce MOOC? j'ai pas trouvé le bonheur. Et au milieu de tout ça, donc je me suis retrouvée en coloc avec d'autres amis des Terres australes parce que j'ai déménagé dans une autre coloc où on était tous des Terres australes. Ça fait un peu secte Sympa. parfois, c'est pas possible. Moi, les gens, j'en connaissais qu'une, les autres, je les connaissais pas. Et je me souviens d'une coloc de 5, les 5, on avait fait les Terres australes. On m'a dit, ouais, ça reste quand même une communauté assez soudée, quoi. Et parmi ces amis-là, j'avais 2 amis qui travaillaient dans le tourisme, du coup en Antarctique. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une option, en effet, pour retourner dans ces régions-là, En effet. de jouer la carte du tourisme. Et j'y suis allée au culot. J'ai envoyé un mail à une compagnie française. J'ai dit bonjour, voilà, j'ai 1 an d'expérience dans les terres australes. Je suis vétérinaire, donc je sais que c'est un profil atypique. Après, je suis capable de vulgariser de la science. Je me tiens à jour des actualités. Je peux vous faire des conférences. Là-dedans, je leur ai dit j'ai mon permis bateau, parce que je m'étais dit pour partir là-bas, en fait, il faut que j'ai le permis bateau. Donc à côté de ça, moi, j'ai passé mon permis bateau. Ouais, t'as mis Et toutes puis, les cordes possibles à ton arc, en fait. c'est ça, c'était comment blinder un CV pour leur dire, voilà, moi je vous amène ça, je suis bilingue anglais, je peux vous faire des conférences en français, en anglais, je peux m'occuper des clients anglophones si vous n'avez pas assez de guide anglophone. Enfin, voilà. Je leur ai dit, prenez-moi, prenez-moi. Et ils m'ont dit, d'accord, on te prend. Génial. Bah, franchement, tu l'as mérité. Enfin, c'est là que tu nous prouves bien que si on a un rêve, il faut vraiment se donner les moyens et mettre les choses en place. Ça viendra pas tout seul. Donc là, clairement, toi, C'est réussir tu à as mis prendre tout des ce que tu petites pièces pouvais, du quoi. puzzle, quoi. Et donc, ta première expédition en tant que guide, ça se passe comment? Alors, pareil, je me retrouve du coup, sur un bateau. Donc là, sur le bateau, on est en une dizaine de guides pour au maximum 200 passagers. Donc, c'est plutôt un bon ratio en termes de guides, nombre de passagers. On donne des conférences, on va conduire des zodiacs pour se balader avec les gens, pour les amener voir des glaciers qui sont dans le coin, mais du coup, vus depuis un zodiac. On va aller s'approcher de colonies d'oiseaux, par exemple, pour voir les oiseaux d'un petit peu plus près que depuis le gros navire. On va débarquer les gens à terre avec les zodiacs, puis on va se balader et leur raconter du coup des choses sur ce qu'on voit, sur la faune, sur la végétation, sur la géologie. Et en fait, moi, quand je suis arrivée sur ce bateau-là, ce que j'ai trouvé, c'est de nouveau une équipe. Donc, sur la dizaine de guides, on a tous des spécialités différentes. Il y a des historiens, il y a des glaciaux, il y a des géologues, il y a des ornithos, il y a des gens qui sont spécialisés dans la flore, dans les lichens. Enfin, il y a de tout. Et c'est une équipe. Il y a le côté humain qui, de nouveau, est là parce que c'est des gros horaires. C'est mine de rien de temps en temps dans des conditions qui sont compliquées d'un point de vue météo. Et tout ça, ça soude très vite une équipe. Puis c'est des gens qui sont là parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils ont envie de vivre aussi une aventure humaine. Et ouais, c'est de nouveau, je me suis retrouvée dans un milieu où l'humain est hyper important. Donc en fait, je me suis retrouvée moi dans mon environnement favori, quoi. Je suis dans les régions polaires, dans une équipe. Donc pour moi, c'était royal. Et au milieu de tout ça, en fait, ce que j'ai passé sous silence, c'est le milieu du mushing. C'est-à-dire que pareil, en rentrant des terres australes, dans mes grosses phases de questionnement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, dans la phase de questionnement, j'ai quand même eu la phase où j'ai fait du service l'été sur les plages dans un resto parce que je voulais vraiment pas faire vétérinaire au début. Alors là, mes parents, ils ont juste halluciné en mode, mais t'es docteur veto et tu vas faire du service sur les plages, quoi. Enfin, Il y a quand même un moment de ta vie où, après tes études, tu voulais plus faire vétérinaire.
C'est ça que tu Ouais, me dis. ouais. Quand je suis rentrée des terres australes, au début, je disais, je veux plus faire ça. Ah ouais, d'accord. Donc, après cette phase-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire cet hiver? Je vais faire de l'événementiel en station de ski. Donc là, pareil, mes parents, ils m'ont dit, mais en fait, juste, tu nous fatigues là. Enfin, tant pis. Enfin, vis ta vie, quoi. Tu nous saoules, quoi. Et donc, j'étais en train de dire, et du coup, il faudrait que je contacte les offices de tourisme et tout. Qu'est-ce que je peux mettre en valeur? La logistique. J'aime bien la logistique. Je peux peut-être. Et là, je tombe sur une page Facebook. Enfin, en fait, j'étais inscrite à la page Facebook depuis mes études veto. Et il y a un post Facebook qui arrive sur mon fil d'actualité. La Grande Odyssée recrute ses bénévoles. La Grande Odyssée, c'est la plus grande course de chiens de traîneau qu'on a en France et qui se passe du coup dans les Alpes, qui fait plusieurs stations au cours de la course. C'est 11 jours de course avec différentes stations tous les jours. Et là, je me suis dit, mais c'est trop bien, c'est de l'événementiel, c'est en station de ski. Et en plus, il y a des chiens. Donc là, le côté veto, peut-être que ça peut jouer, quoi. Donc, pareil au culot, j'envoie un mail. Bonjour, j'aimerais bien être bénévole chez vous. J'ai une des vétos qui était du coup responsable de l'équipe qui m'appelle. On discute, le courant passe super bien. Elle me dit, écoute, ton profil fit bien parce que c'est vrai que nous, c'est des gros horaires. Les conditions climatiques sont pas forcément top. C'est beaucoup du travail d'équipe. Et donc, toi, avec tes expériences dans les terres australes, ouais, ça match, quoi. Par contre, tu n'as que 2 mois d'expérience en clinique, donc je ne peux pas te mettre dans l'équipe vétérinaire pour gérer des chiens de sport. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci, je comprends, mais moi ailleurs, quoi. Il me dit, mais t'es sûr? Je fais, il n'y a pas de souci, moi ailleurs, je ne serai pas dans vos pattes, mais moi dans une autre équipe que l'équipe veto, moi je veux juste participer. Donc je me suis retrouvée dans une autre équipe qui était beaucoup en relation avec les mushers, mais qui n'était pas dans l'équipe veto. Et donc j'ai fait 2 éditions dans cette équipe-là. Et à la fin de la 2e édition, j'ai du coup la chef veto, parce qu'au final, on se connaît tous très bien, c'est une petite famille, quoi, qui me dit, est-ce que tu veux pas basculer dans l'équipe veto l'année prochaine? Parce qu'entre-temps, j'avais fait de la clinique, j'avais acquis des compétences. Je me dis, il n'y a pas de souci. Et du coup, maintenant, je suis dans l'équipe vétérinaire de la Grande Odyssée. Donc là, c'est un petit peu, voilà. Ça m'a lancée dans ce monde-là. Et à côté de ça, j'avais postulé sur des courses en Scandinavie. Pareil, au culot. Bonjour, je suis vétérinaire. J'ai un peu d'expérience sur la Grande Odyssée parce que je fais partie de leur staff. Qu'est-ce que vous voulez comme qualification pour venir bosser chez vous? Et c'est vraiment ma question, c'était, je voulais aller bosser là-bas. Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne pour pouvoir aller bosser là-bas? Est-ce qu'il faut un diplôme supplémentaire? Est-ce qu'il faut une spécialisation veto supplémentaire? Et genre 3 semaines avant le début de la compétition en question en Norvège, je reçois un mail. Prends tes billets d'avion, viens. Génial. J'étais là, mais en fait, je ne vous ai pas envoyé de CV, vous ne savez pas qui je suis. Ouais, pas de souci, prends tes billets d'avion, viens, on verra sur place. Ok. Je fais la première course. Et à la fin de la course, le chef veto qui me dit bon, tu veux revenir dans un mois pour la seconde? Je dis ouais, prends tes billets d'avion, t'es prise. Ok. Oh, génial. Voilà, l'idée, c'est de rentrer par la petite porte. L'important, c'est d'être dans le milieu, de faire son réseau. Et après, derrière, tu peux monter et atteindre vraiment le poste qui te correspond. Mais il ne faut pas avoir peur de rentrer par n'importe quelle porte, parce que parfois, ça te donne des débouchés qui sont incroyables. Ah c'est ça. Et puis, il n'y a pas de... Si, tu as des voies royales. Tu as les voies royales pour rentrer dans des milieux, mais parfois, la voie royale, ça te demande juste... c'est pas ta voie idéale. Parfois, il faut aussi accepter de faire une expérience qui n'est pas exactement celle que tu veux, qui va t'apporter tellement et qui va après te permettre de déboucher sur ce que tu voulais à la base ou sur autre chose qui est tellement mieux que ce que tu voulais à la base. Donc, parfois, quand on a un objectif, il faut accepter de dévier un tout petit peu, je pense, pour soit après revenir vers ton objectif et du coup avoir acquis de l'expérience ou un réseau ou des qualifications qui vont te permettre d'atteindre cet objectif, soit juste que dévier un peu ton objectif, ça va te permettre d'aller vers quelque chose qui tu n'avais même pas envisagé, mais qui est tellement génial que c'est ne pas le regretter après, quoi. Et c'est souvent le but du volontariat, en fait, partir quelques mois, se former. On se dit oui, mais t'es pas payé. Mais en fait, le but, c'est pas ça. En fait, en général, déjà, tu es logé, nourri. Mais derrière, tu te formes et tu acquéris des compétences qui sont juste incroyables. Et derrière, tu les valorises et ça peut te permettre de trouver un job. Oui, tout à fait. Du coup, tu nous as dit que tu as été donc assistante de terrain sur tes expéditions pour les animaux dans les pôles Nord, au pôle Nord et au pôle Sud. Tu es guide d'expédition aussi avec les touristes dans les zones polaires. Tu es vétérinaire en France et tu fais aussi du mushing. Donc, tu bosses avec les chiens de traîneau. Est-ce que dans tous ces milieux qui sont quand même extrêmement sportifs, scientifiques et extrêmes, le fait d'être une femme, ça t'a déjà posé des soucis? Alors, je dirais pas que ça m'a posé problème, mais ça m'a amené à m'adapter. Ou plutôt à adapter la façon de faire le travail. D'accord. Ça veut dire que, par exemple, quand on était à Kerguelen pour étudier les éléphants de mer,
Donc, je t'ai décrit un petit peu comment est-ce qu'on capture un éléphant de mer. C'est quand même sportif. Nous, on capturait des femelles d'environ 500 kilos. Et dans l'équipe, cette année, il s'est trouvé qu'on était 3 nanas et j'étais le plus gros format. Ok. Donc, c'était vite très sportif. Et du coup, on apprend à être rapide, par exemple. On ne peut pas, pendant 15 plombes, être couché sur l'éléphant de mer pendant que l'autre, il fait son anesthésie. Du coup, on apprend à être rapide. Pour peser les éléphants de mer, il fallait déplacer un énorme trépied et après un palan. Quand on avait des mecs qui venaient nous aider, ils prenaient le trépied sur l'épaule, et puis ils se baladaient avec. Nous, Nana, on était à 2 pour porter le trépied. Ouais, après, dans le milieu du tourisme, il y a 2 facettes qui sont compliquées quand on est une femme, parce que on est dans un milieu qui est ultra masculin. Donc, quand on est au milieu des officiers, qui sont quand même ceux qui vont conduire le navire, nous, on est là pour gérer les clients, mais là, conduire le navire, c'est les officiers. Les officiers, c'est très, très, très masculin. Il y a très peu de femmes dans ce milieu-là. Du coup, quand on est à la passerelle, alors c'est pas vrai avec tous, je vais je veux pas non plus je veux pas schématiser, mais quand on est à la passerelle, quand on est une femme, on est souvent regardé différemment que quand c'est un guide homme qui est à la passerelle. Ou alors quand on va interagir avec des officiers, quand on est une femme, tout de suite on est en train de le draguer. En fait, non, je vais juste demander une information. C'est mal interprété. Il y a ça qui peut être compliqué, dans le fait qu'il faut toujours être, quand on est une femme, hyper vigilante à ce qu'on fait, à comment on se tient, à ce qu'on dit, parce que ça peut tout de suite être sorti de son contexte et interprété de façon du coup non professionnelle. Et donc ça, c'est c'est avec les membres d'équipage. Alors après, il y a des officiers qui sont géniaux et qui vont jamais penser ça ni rien. Mais il y en a quand même une majorité qui vont plutôt être de l'autre côté de la balance. Et au niveau des touristes, de nos passagers, on a des gens qui, qu'on soit une femme ou un homme, il n'y a pas de différence. Et puis, on a souvent des hommes qui nous regardent vraiment différemment quand on conduit le Zodiac et qui, en fait, attendent quand on doit accoster à la marina ou quand on doit beacher sur la plage, qui attendent qu'on fasse une erreur. Et qui sont vraiment là à guetter en mode « Mais en fait, tu n'es pas capable de conduire ce Zodiac. » En fait, tu vois, je suis généralement plus douce que mes collègues masculins. Donc, je vais moins vous secouer. Donc, si je suis capable. Et ça, parfois, c'est super difficile d'être confronté à ça au quotidien parce que, en fait, on te remet en question tout le temps. Donc, c'est à toi de faire l'effort de dire je reste calme et toujours devoir faire ses preuves. Ça, c'est le côté féminin là-dedans, c'est que tu dois toujours faire tes preuves et il faut être irréprochable parce que la moindre erreur, ça va être mais c'est parce que tu es une femme. C'est hyper intéressant et aussi de prouver qu'au final, c'est des postes qui sont aussi accessibles aux femmes parce que des fois, on peut aussi s'imaginer que non, c'est impossible parce que c'est trop physique, il fait trop froid, c'est trop dur. Et là, tu nous prouves bien que non, les femmes sont tout à fait capables aussi de faire ce genre de métier. Donc, et dans le milieu du tourisme, il y a de plus en plus de femmes. Là, on est vraiment... je crois que sur ma prochaine expédition où je pars là dans 3 jours, on est plus de femmes que d'hommes dans l'équipe de guide. C'est génial. Est-ce que tu voudrais nous partager 3 leçons de vie que tu as apprises au cours de toutes ces expéditions, de ton parcours aussi d'études, de tes doutes, tout ce qui a fait que tu es la personne incroyable que tu es aujourd'hui? Quelles leçons tu voudrais nous partager? Alors, la première, et c'est quelque chose qu'on m'a souvent pas reproché, mais on m'a souvent dit pourquoi autant, c'est oser rêver grand pour aller loin. Et souvent, moi, quand j'avais des rêves, je disais, mais t'es folle, c'est pas possible. J'ai des gens qui m'ont clairement dit, les yeux dans les yeux, mais t'y arriveras pas. Et alors, moi, j'ai un peu ce côté je réagis. C'est-à-dire, on me dit, t'y arriveras pas, je vais te le prouver. Donc, c'est pas toujours comme ça qu'il faut réagir, hein, mais voilà, pour aller loin, il faut oser rêver grand. On dit toujours, faut viser la lune pour retomber dans les étoiles, mais c'est tout à fait ça. Ça, c'est un peu mon leitmotiv, quoi. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est super dur. Moi, j'ai eu l'impression, quand je suis arrivée dans mes premières expéditions, de commencer à vivre, mais genre vraiment dans le sens vivre intensément, alors que j'avais fait tellement de choses avant. J'avais monté des partenariats pour l'étranger. J'avais fait, mais vraiment, je m'étais donnée dans les aspects associatifs de l'école et tout. Et pour autant, j'avais l'impression de commencer à vivre vraiment parce que je sortais de ma zone de confort, parce qu'il faisait froid, parce qu'on se prenait de la flotte dans la tête, parce que c'était un travail qui était dur, qui était physique. Et pour autant, là, je me disais, mais là, je vis. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ça fait peur de sortir de sa zone de confort. Mais j'ai envie de dire,
allez-y, quoi. Essayez. Au pire, vous revenez après dans votre zone de confort, c'est pas grave. Mais essayez parce que ça peut apporter tellement que je pense que vous allez kiffer. Après, vous voudrez toujours y retourner en dehors de votre zone de confort. Ouais, je suis tellement d'accord. En plus, c'est souvent, tu sais, ce désir, on a envie de faire quelque chose, mais on a un petit peu peur, donc on n'ose pas. Et en fait, je pense que, ouais, suivre son intuition, tu vois, même si ça te fait peur, bah, si tu vas creuser là-dedans, c'est là que tu vas t'épanouir et en fait, tu vas kiffer ta life. Ouais, c'est ça. Du coup, la troisième leçon de vie que je voudrais partager, c'est qu'il faut s'autoriser en tant que femme à faire des choses que la société nous dit c'est que pour les hommes. Mhm. Parce qu'on en est capable, même si physiquement on n'est pas capable de le faire, peut-être, mais en fait on a l'intelligence d'adapter l'environnement et d'adapter la contrainte pour que ça devienne capable pour qu'on devienne capable en fait de le faire physiquement. Tout à Donc vraiment pas se laisser restreindre parce que la société nous dit que c'est un métier masculin. Si vous avez envie de le faire, mais prouvez-leur qu'en fait ça peut devenir un métier féminin. Alors heureusement on est dans une société qui de plus en plus va vers ça. Mais je vois encore trop de nanas qui sont contraintes par mais non, mais ça, c'est pas pour les femmes. Mais si, c'est pour les femmes, mais prouvez-leur que les femmes, elles sont capables de faire ça aussi. Voilà. Si vous en avez envie, allez-y, quoi. Alors là, est-ce que tu veux bien nous dire un peu ce qui va se passer pour toi dans les prochains mois et quels sont tes projets? Alors, bah, dans les prochains mois, je peux me dire dans les prochains jours, là, dans 3 jours, je repars en Antarctique. Donc, je repars travailler en tant que guide d'expédition. Et au retour de ma mission, je vais rentrer directement sur une course de chiens de traîneau parce qu'en fait, on a une meute à la maison. C'est pas une meute de tourisme, c'est une meute juste pour de la compétition. Donc, on a actuellement 12 chiens. Et mon compagnon, du coup, Jérémy, il court des compétitions. Donc, moi, je vais arriver, je vais de l'Antarctique, je vais directement aller sur la première compétition de la saison, qui est la Grande Odyssée. Donc, ça, je suis toujours fidèle à la Grande Odyssée, où il y aura du coup Jérémy et nos chiens qui vont courir. Donc, c'est l'équipe Northern Light Dog Team. On est très fiers de nos petits loups qui courent bien. Et ensuite, on va repartir en Norvège tout de suite après la Grande Odyssée pour aller préparer les autres compétitions de la saison. Donc là, on va partir sur de la longue distance. On va faire une course de 200 km en Norvège et une course de 300 km en Suède. Donc moi, en Norvège, je serai de nouveau vétérinaire sur la course et puis Jérémy sera compétiteur. Donc ça, c'est les projets court terme, à l'Antarctique, le mushing, toujours tout veto, donc toujours tout mélangé. Quoi, mais c'est ça qui est génial, c'est d'avoir plusieurs cartes et puis pouvoir jouer plusieurs mains à la fois. Enfin, ça, c'est juste génial. Et puis sur un petit peu plus long terme, notre objectif avec Jérémy, c'est de monter en Suède, s'installer en Suède, parce qu'on rêve de vivre en Scandinavie, parce que les chiens ils seront tellement mieux en Suède, et que vivre en Suède, ça va nous permettre de préparer des compétitions de façon optimale et d'aller viser sur du coup des compétitions qui vont être un petit peu plus exigeantes, donc un petit peu plus longues en termes de nombre de kilomètres. Là, on est en train de monter petit à petit la meute. Donc là, on a des jeunes chiens, par exemple, cette année, ça va être leur première année d'expérience. Et puis, on sait qu'on veut leur donner des courses plus longues en termes d'expérience parce que le rêve ultime, ça sera d'aller chercher l'Iditarod pour Jérémy dans quelques années avec soit ces chiens-là, soit les descendants de ces chiens-là. On ne sait pas encore comment ça va s'organiser, tout ça. De quoi seront vraiment faits les années qui vont venir, quoi. Mais voilà, nous, notre but, ça va être d'aller chercher cette grosse compétition. Et puis d'un point de vue un petit peu plus pratico-pratique, en Suède, nous, on veut, moi, j'aimerais qu'on soit un lieu d'accueil d'aventure, un lieu de passage d'aventuriers. Et que ce soit un passage de musher ou que ce soit un passage de gens qui veulent venir découvrir la Suède et le milieu du chien ou juste la Suède et les paysages magnifiques qu'il y a et toute la nature que ce beau pays a à offrir. Et là, je pourrais aussi jouer moi ma carte de guide parce que j'ai du coup l'expérience de guidage. En plus sur un bateau, ça sera dans mon environnement. Mais voilà, ça c'est le projet qui se profile, qui nous plaît bien. Au top, bah, c'est génial. Vous êtes hyper investis, hyper motivés, rien ne peut vous arrêter. C'est hyper inspirant. Et qu'est-ce que tu voudrais dire comme dernier conseil, par exemple, à un jeune ou moins jeune qui voudrait vivre des aventures comme ça, mais qui ne sait pas par où commencer forcément et qui n'a pas autant de qualifications, qui n'est pas vétérinaire, mais qui aimerait vivre des expéditions? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour commencer à vivre des choses comme ça, comme toi? Mais je pense regarder déjà dans son réseau, se rapprocher de gens qui font un petit peu
des choses dans ce milieu-là. Pas forcément des grosses expéditions, mais typiquement se rapprocher d'accompagnateurs de moyenne montagne et d'aller avec eux. Aller découvrir qu'est-ce que c'est. Si vous avez des guides de haute montagne, allez passer du temps avec eux. Pas forcément faire de la haute montagne avec eux, mais essayez de commencer à vous baigner dans ce milieu-là. Parce que c'est en restant avec eux de façon bénévole généralement, parce que c'est en se mettant dans ce milieu-là que vous allez acquérir de l'expérience et que vous allez acquérir des contacts et que vous allez avoir des opportunités qui vont sortir. Donc, si votre envie c'est de partir à l'aventure, entourez-vous de gens qui font ça. Que ce soit même sur les réseaux sociaux ou sur des associations locales, allez vous mettre dans le milieu parce que c'est comme ça en fait qu'on apprend et qu'on chope des contacts et qu'on chope des opportunités. Carrément. Bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces très bons conseils. Merci à toi pour l'accueil. J'espère que ceux qui nous écoutent seront inspirés, ont plein d'idées. Si ça leur dit aussi de partir à l'aventure, tu nous prouves de plein de manières différentes que tout est possible, que même malgré les difficultés, malgré les doutes, si on a un rêve et qu'on s'y accroche, on peut y arriver. Et que même une fois qu'on a réalisé nos rêves, il y en aura d'autres. Et que, oui. Voilà, toujours. Et c'est très important aussi de s'entourer des bonnes personnes, de croire en soi et de ne pas baisser les bras. Parce que les coups durs, ça fait partie aussi de l'aventure, ne l'oublions pas. Il ne faut pas croire que c'est toujours plus facile pour les autres, tout le monde y passe. Mais l'important, c'est de croire en ses rêves et de foncer. Oui, je suis 100% d'accord avec ça. Est-ce qu'on ne terminerait pas là sur ces belles paroles ? Si, ça me va bien. Allez, écoute, merci infiniment pour ton temps, toutes ces infos. Je vais mettre tous les liens en bio pour te retrouver sur les réseaux, suivre votre équipe de chiens. Et si les gens, par exemple, ont des questions à te poser, peut-être qu'ils pourront te contacter par message privé. Bien sûr, évidemment, pas de souci, avec grand plaisir. Merci par avance. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Batsheva. Salut. J'espère que cet épisode t'a inspiré, que tu as appris des choses et que tu as plein de motivation pour aller vivre tes rêves et faire de ta vie une aventure. N'hésite pas à partager ce podcast autour de toi pour m'aider à inspirer le plus de monde possible. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram avec @adventuresway. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et de nouvelles aventures.